On a eu une matinée très riche, très dense, avec beaucoup d'éléments techniques, organisationnels, besoin des associations. On m'a rappelé d'ailleurs à l'instant dans la pause café que l'intégration de ce sujet dans le dispositif d'annonce, on l'avait demandé déjà il y a 20 ans, lors des premiers états généraux. Et on y est enfin, comme quoi il faut du temps pour que les mentalités, les pratiques changent. Et finalement, la recherche aussi a évolué presque plus vite. Donc maintenant, il faut que tout se rejoigne et que tous les acteurs associatifs, sociétés savantes présentes ici aujourd'hui, institutions, puissent continuer à se donner la main pour avancer. Donc comme promis, on va commencer l'après-midi en parlant de sexualité. Ce matin, ça a un peu été évoqué. J'invite Sébastien Landry à me rejoindre. Ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin qu'on ne pouvait pas dissocier totalement les deux, même si le sujet aujourd'hui se concentre beaucoup sur la question de la fertilité. Donc, mettons-nous un petit peu. Voilà, je vous passe avec le bouton là pour avancer. Je vous passe la main, Sébastien Landry. Vous êtes psychosexologue et auteur d'un livre dont vous allez vous parler un petit peu à la fin de votre présentation. C'est à vous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je vais parler un petit peu de la place de la sexualité en cancérologie. Alors, tout d'abord, juste pour montrer qu'on s'intéresse souvent au cancer purement gynécologique, sein, prostate, pour parler des répercussions et des effets néfastes des traitements sur la sexualité. C'est pas le cas, enfin, si c'est le cas bien sûr, mais sur tout type de cancer, il peut y avoir un retentissement sur l'intimité et sur la sexualité des patients. À partir du moment où il y aura un traitement, et déjà rien que la maladie en elle-même va provoquer quelques répercussions. La difficulté dans la sexualité, alors il y en a plusieurs. Déjà, c'est qu'on en parle quand même relativement peu. On le verra tout à l'heure, c'est une plainte souvent des patients. À partir du moment où on leur en parle, ils trouvent ça dommage qu'on n'ait pas abordé directement lors des soins ou dès le début, dès l'annonce de la maladie. Mais ce sont des répercussions qui vont avoir tendance à s'installer. Il peut y avoir vraiment des troubles liés au traitement dans un premier temps, mais après il y a des répercussions psychologiques qui font que ça va s'entretenir. Et s'il n'y a pas de sexualité ou s'il n'y a plus beaucoup d'intimité pendant les traitements, à partir de quand je peux recommencer à avoir une sexualité et comment je redémarre. Et il y a plein de difficultés qui peuvent aussi apparaître dans l'après-cancer. Donc le couple, il va changer, puisque l'intimité peut changer. On entend souvent des couples qui disent qu'ils se sont rapprochés, ils ont lutté ensemble contre la maladie, ils ont dialogué. Le grand point qui est fort de ce couple-là, ce sont des couples qui dialoguent, qui communiquent. Ceux qui vont avoir tendance à s'écarter, c'est souvent dû à un manque d'implication de la part des fois du conjoint, mais qui peut avoir extrêmement peur lui aussi à ce moment-là. C'est pas facile d'être conjoint d'une personne malade. Et surtout, on va avoir un manque de dialogue. C'est de là que vient beaucoup de problèmes sur la sexualité. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, ni nous, du côté vraiment soignant, on en parle peu avec le patient, alors que lorsque l'on lui annonce qu'il a un cancer et les traitements qui vont suivre, on va annoncer des effets secondaires, et sur la sexualité, souvent, on l'aborde peu. Sauf que si on ne l'aborde pas, les gens, quand ça leur arrive, ils se posent beaucoup de questions. Et ces questions deviennent problématiques, elles deviennent anxiogènes. Et c'est la sexualité dans les couples. Souvent, on la vit, mais on ne communique pas dessus. Donc, quand tout va bien, on ne communique pas. Quand il y a un problème tel qu'un cancer, et bien, si on ne parle pas derrière, les problématiques sexuelles vont s'amplifier. Là, je voulais juste revenir rapidement sur les composantes, un peu l'aspect d'un cycle sexuel, si on peut dire, qui est un cycle. On a tout d'abord, bien sûr, la phase de désir. Donc, c'est l'intérêt qu'on a pour avoir un rapport sexuel, que l'on soit seul ou en couple, ou à plusieurs. Ça dépend des pratiques de chacun. Mais c'est l'intérêt que l'on a pour avoir un moment d'intimité, de sexualité. L'excitation, donc chez l'homme facile, l'érection. Ça se voit tout de suite. On voit si l'homme est excité. Chez la femme, un peu moins. Il y a l'érection, bien sûr, des corps caverneux qui est présente, qui est très importante, et la lubrification. On va voir un petit peu derrière comment la maladie peut jouer sur tous ces niveaux-là. Et puis après, bien sûr, il y a souvent le coït, parce que souvent, quand on parle de sexualité, les gens pensent à pénétration. Et on verra que c'est souvent ça le problème aussi, lorsqu'il y a un cancer et des traitements. Et on essaye, ce que l'on vise, bien sûr, c'est l'orgasme. Quand il y a un cancer et des traitements, on peut avoir
des répercussions sur ces 3 niveaux-là. C'est-à-dire le désir, ça peut être déjà moins de libido. J'ai moins d'envie, moins d'intérêt pour la sexualité. Mais si, avec mon partenaire, voilà, il me stimule un petit peu, je peux avoir envie derrière, et puis après, on peut passer à l'étape suivante. On peut être dans des cas où il y a un désintérêt total pour toute sexualité, et jusqu'à même un certain dégoût. Un dégoût, par exemple, du contact physique. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui me disent oui, le fait qu'il me touche, par exemple, je ne supporte pas. C'est-à-dire que le corps, à cause des traitements, sûrement, à cause d'être palpé, des auscultations, va perdre un petit peu sa fonction érotique. Et on associe un petit peu ce toucher au toucher médical, qui n'a rien d'érotique, heureusement. Donc du coup, la fonction érotique peut être désinvestie par le patient. Ça se travaillera bien sûr en thérapie. On peut avoir un impact sur l'excitation. Ça, on reviendra tout à l'heure aussi. Donc le manque de lubrification chez une femme, un vagin qui ne se prépare pas à la pénétration, donc qui va donner des dyspareunies, des douleurs à la pénétration lors des rapports sexuels. C'est souvent ça qui va arrêter la sexualité chez la femme, sont les douleurs. Et chez l'homme, on va avoir la dysfonction érectile. Et puis après, des fois, ça peut fonctionner bien à ces 2 niveaux-là. Et puis le corps a changé, nos sensations ont changé, donc on a une difficulté à retrouver du plaisir et on a une difficulté à retrouver un orgasme. Donc là, c'est pareil, pour de telles personnes, je leur conseille vraiment de repasser par la masturbation. Alors c'est vrai que les gens qui ne la pratiquaient pas, c'est plus difficile des fois, mais de repasser par savoir se donner du plaisir à soi-même pour pouvoir être capable de s'en donner lorsque l'on est 2. C'est important, savoir jouir seul, très important pour pouvoir jouir à 2, c'est bien plus facile. Mais ça, après, ça dépend aussi des éducations de chacun et si on est ouvert d'esprit sur la sexualité. Mais généralement, ça se passe bien. On va s'intéresser un petit peu aux troubles du désir sexuel. Donc une étude que j'ai réalisée sur 60 patients, donc en soins ou en rémission, pas plus de 2 ans après la fin des traitements. Donc il y avait 33 femmes, 27 hommes. On voit que c'est un public relativement jeune, entre 31 et 60 ans. Il y a 76% des patients qui ont participé à cette étude. Ce qu'il en ressort un petit peu, c'est beaucoup au niveau des angoisses de mort et les représentations du cancer. Les peurs qu'il y a, qui sont associées à cette pathologie, ça influence sur la sexualité. L'angoisse et la sexualité, ça ne va pas bien ensemble. Quand on est angoissé, stressé, quand on a peur, on n'a pas une libido qui est élevée. On n'a pas envie de sexe. Ça a tendance à diminuer l'intérêt pour la sexualité. Et on va avoir plusieurs troubles psychosexuels qui peuvent s'installer. Par exemple, s'il n'y a pas d'envie pour la sexualité, l'excitation va être compliquée. Et chez une femme, par exemple, s'il n'y a pas d'excitation, pas de lubrification, même s'il y a une pénétration, parce que c'est possible, elle va être très douloureuse. Donc après, on peut aller jusqu'à des vaginismes, cette incapacité à être pénétrée chez la femme suite à des douleurs, ce qu'on appelle un vaginisme secondaire. Dans l'étude que j'ai réalisée, ça touche à peu près 53% des patientes qui ont des croyances ou des peurs face au cancer. La fatigue qu'on retrouve dans beaucoup de traitements, surtout la chimiothérapie. Il y a des études qui vont jusqu'à 99% des patients qui ressentent cette fatigue, voire cet épuisement. Vraiment, même si on se repose, on ne récupère pas. Et puis la fatigue psychologique, bien sûr, de se battre toujours contre le cancer. La fatigue, c'est pareil, ça ne donne pas envie d'aller vers la sexualité. La sexualité, c'est quand même physique. D'accord ? Bien sûr, on n'est pas obligé non plus à chaque fois d'avoir un rapport sexuel très très intensif, mais quand même, ça engage le corps. Et du coup, la fatigue va avoir tendance à diminuer la libido. Ça va être un frein pour la sexualité. Et ça inhibe surtout l'imaginaire érotique. C'est-à-dire que sans fantasme, sans ce côté... parce qu'on a les pulsions, bien sûr, suite aux hormones, mais on a quand même ce côté d'imaginer des scénarios sexuels, des fantasmes, qui sont vraiment très, très importants dans la sexualité. Plus on fantasme, plus on a envie de sexe, que ça soit seul ou en couple. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un symptôme qui est relativement fréquent. Sur certaines études, vont jusqu'à 99% pour les patients qui sont en cours de chimiothérapie. Et on sait que la fatigue a tendance à vraiment durer dans le temps après la fin des traitements. La capacité de séduction qui est extrêmement importante parce que pour rentrer dans un jeu de séduction avec quelqu'un, il est déjà important de se plaire à soi-même. Donc l'image du corps va changer très très vite avec les traitements. Dès les premières cures de chimiothérapie, par exemple, on voit le corps qui change relativement vite. Si les cheveux doivent tomber, ça va être rapidement après la première cure. Donc le corps va changer trop vite.
Et du coup, la personne aura tendance à s'autocritiquer, à se trouver moins séduisante, et du coup, c'est compliqué d'imaginer qu'on peut plaire à quelqu'un si on ne se plaît pas à soi-même. Donc déjà, on va avoir ce travail-là à faire pour penser à une sexualité. Alors ça, je le retrouve beaucoup dans des patients qui sont en couple lorsqu'ils sont malades. Célibataires, excusez-moi. Puisqu'ils sont célibataires pendant les traitements et en fin de traitement, qui se disent comment je vais faire pour trouver quelqu'un. Donc ça, c'est beaucoup de problématiques qu'on voit apparaître. Donc je vous ai mis quelques exemples que je peux entendre régulièrement. Comment voulez-vous qu'un homme ait envie de moi ? Je ne veux pas que mon mari me voie nu avec toutes ses cicatrices. Je ne veux pas lui faire peur sans un sein. Je ne vois pas comment je peux être séduisante. Ça, c'est des choses qui vont venir régulièrement en consultation. Et l'angoisse de performance aussi, alors avant qu'on retrouvait beaucoup chez l'homme, parce que c'est à l'homme de tout faire, il faut qu'il ait son érection, la femme n'a qu'à attendre. Je parle très hétérosexuel, mais c'est un peu pareil, le même principe pour les couples homosexuels. Mais c'est l'homme qui doit tout faire, bien sûr. Donc forcément, quand l'homme voit ses capacités diminuer et qu'il dit « faut que j'assure », plus il se dit « faut que j'assure », moins il va assurer. Surtout, le stress va provoquer des dysfonctions érectiles. Mais c'est quelque chose que l'on voit chez les femmes également. Ce n'est pas à l'homme de tout faire dans un rapport sexuel. Et maintenant, on en demande même beaucoup aux femmes, c'est-à-dire souvent la sexualité est en train vraiment de changer. La pornographie, qui est trop présente, et du coup qui montre aussi comment doit se comporter la femme dans la sexualité. Et ça vient... le cancer se rajoute à ça, et ces images, ça devient dur. Et il y a beaucoup de femmes qui ont peur de ne pas être à la hauteur dans la sexualité. Et pareil, quand cette angoisse est présente, la sexualité a tendance à être inhibée. On va avoir des problématiques qui vont apparaître. Et quelque chose qu'il a plutôt peut-être plus de notre côté à travailler, c'est ce manque d'informations sur les répercussions sur la sexualité. Je sais que c'est un sujet qui est tabou. Il y a eu beaucoup d'études de fait. C'est pareil chez les soignants. On a fait des études où on se rend compte qu'en fait, quand on parle de sexualité avec un patient, on a beaucoup de soignants qui ont l'impression de dévoiler une partie de la leur. Alors que ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est comme on n'a pas assez de formation sur la sexualité, on parle souvent avec nos représentations. À partir du moment où on parle avec nos représentations, on a l'impression de se mettre à nu. Et on n'aime pas ça devant les patients. Or, ce n'est pas ça la sexualité. C'est d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne et les problématiques qu'on peut avoir. Dans l'étude que j'ai effectuée, 100% des patients mettent en avant ce manque cruel d'informations sur la sexualité. Ils sont obligés d'aller chercher par eux-mêmes, de trouver des informations parce qu'on en a très très peu parlé. Et alors des fois c'est pareil, comme là on est dans ce colloque sur la fertilité, j'ai des oncologues qui me disent « moi j'en parle systématiquement aux jeunes ». Je dis « non, vous ne parlez pas de sexualité, vous parlez de procréation ». C'est deux choses complètement différentes, il ne faut pas exagérer, l'un va avec l'autre quand même. Mais la sexualité, elle n'est pas à visée procréative. Il y a une dimension plaisir qui est très très importante et il faut la garder le plus possible si le patient est demandeur. Ne pas comprendre ce qui nous arrive, c'est forcément source d'angoisse. Il m'a tout dit, il m'a dit les effets secondaires que j'aurais, pourquoi je ne savais pas que j'aurais des effets secondaires sur ma sexualité. Donc, des fois, les patients, après, ils vont eux-mêmes accentuer la problématique en se questionnant, est-ce que je suis normal ? Et ça, c'est des questions que j'entends assez régulièrement. Donc les situations sont anxiogènes parce qu'elles ne sont pas préparées et c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup plus de dysfonctions sexuelles pendant la maladie et souvent même après. Alors je vais aller très rapidement sur les traitements. Je pense que vous avez tous des connaissances sur les impacts que vont avoir les traitements. Les chirurgies, dites-vous bien qu'à partir du moment où il y a une chirurgie, même si la cicatrice est très très belle, elle est très, très bien faite, c'est quand même une atteinte au niveau du corps. Et on n'investit pas tous de la même façon psychiquement notre corps. Donc il y a des personnes qui ont des petites cicatrices et c'est un enfer. Et il faut vraiment le recevoir comme une souffrance. Il faut passer par une acceptation et une réappropriation du corps. C'est très important. Que la cicatrice soit très très grosse ou qu'elle soit toute petite. Ça dépend comment c'est vécu par la personne. Et une ablation du sein, ce n'est pas une petite cicatrice. En chimiothérapie, bien sûr qu'on a des répercussions sur la sexualité. Alors souvent, je vous mets des généralités, vraiment, c'est pas systématique, mais ce qu'on va souvent entendre, c'est une diminution de la libido. Très rare quand même des patients qui ont une libido boostée pendant la chimiothérapie. Ça peut arriver, mais c'est quand même extrêmement rare, je pense. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai une patiente qui m'avait demandé, m'a dit « j'ai jamais été aussi bien sexuellement parlant pendant ma chimio ».
Elle dit c'est dommage que ça ne soit pas resté. Donc mais une seule fois, j'ai entendu ça sur une patiente. Il y avait d'autres problèmes derrière. Une atteinte de l'image corporelle. Ça, très rapidement, le corps va changer, comme on a pu le dire. Et puis, une possible infertilité, une ménopause induite, des sécheresses vaginales qui sont souvent fréquentes, très importantes. On verra tout à l'heure un petit peu ce qu'on peut conseiller à nos patientes. Des dyspareunies qui sont induites, vraiment ces douleurs à la pénétration, souvent par les sécheresses vaginales, et la peur aussi. La peur fait que la femme, si elle n'est pas relâchée, se contracte un peu, et du coup, c'est plus douloureux lors de la pénétration. Chez l'homme, on va avoir des dysfonctions érectiles. Souvent, on va voir, j'ai fait une étude aussi sur les AJA, c'est un petit peu différent aussi, mais on voit des fois, c'est aussi, l'angoisse de performance est très présente. Parce que si on questionne sur la masturbation, et ça c'est important de questionner la masturbation, des fois on se rend compte qu'on a des hommes qui ont leur érection lorsqu'ils se masturbent, mais pas dans les rapports sexuels. Et attention, on a des patients qui n'ont pas du tout d'érection, qui n'en ont plus, surtout en cas de prostatectomie. Des altérations des sensations, et des fois des douleurs à l'éjaculation qui peuvent être présentes. La radiothérapie, quand elle est pelvienne, on a aussi un grand nombre de répercussions, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Diminution de la libido, altération des sensations, infertilité, sécheresse vaginale, dyspareunie, sténose du vagin chez les femmes, pareil, les dysfonctions érectiles chez l'homme, les douleurs éjaculatoires, les orgasmes secs. Alors ça, c'est important aussi d'expliquer aux hommes qui peuvent avoir un orgasme sans éjaculer, ou même qui peuvent avoir un orgasme sur un pénis au repos. D'accord ? Par stimulation, on peut atteindre cet orgasme. Ces trois fonctions, l'érection, l'éjaculation et l'orgasme, qui sont quand même différentes. C'est vrai que souvent, chez l'homme en bonne santé, les trois fonctionnent à peu près en même temps. Mais c'est possible de dissocier. Le premier organe sexuel, c'est simple, c'est le cerveau. D'accord ? Donc à partir du moment où on accepte beaucoup de choses, où on a une ouverture d'esprit, où on arrive à guider les patients, on peut retrouver... Moi, l'objectif, en fait, pour mes patients, c'est pas forcément de retrouver la sexualité d'avant, parce que moi, j'estime, c'est pareil, il y a un avant, un après-cancer, donc dans la sexualité, sûrement, on n'arrivera pas à retrouver la même chose. Mais c'est au moins d'avoir une sexualité plaisante. L'objectif d'un rapport sexuel, c'est le plaisir. Ça, il faut le garder à l'esprit. C'est pas juste faire des enfants, c'est pas... J'entends trop, à son âge, il n'y a pas d'âge pour la sexualité. Faut pas, sinon, on va pas, si je demande l'âge dans la salle, on ne sera pas tous d'accord déjà sur l'âge à laquelle il faut arrêter. Donc il n'y a pas d'âge pour la sexualité. Et l'incontinence qui est présente souvent chez les femmes et les hommes, qu'il faut être important, cette rééducation du périnée. Le périnée est un muscle très important dans la sexualité également, donc c'est pas à négliger. Et puis, c'est pareil, les personnes ne doivent pas avoir des fuites, si possible, il faut essayer de régler ce problème-là. L'hormonothérapie, très fréquente chez les femmes qui ont un cancer du sein. Diminution de la libido. Alors souvent, c'est pas que les hormones. Il ne faut pas tout mettre sur le dos des hormones parce que ça voudrait dire que toute femme ménopausée n'a plus de sexualité. Or, ce n'est pas le cas. C'est surtout tous les effets secondaires qui vont être ensemble avec cette fatigue, les douleurs, des fois articulaires, douleurs musculaires, qui font que la libido va avoir aussi tendance à chuter. Et puis la peur de la récidive aussi qui est présente. Les bouffées de chaleur, rétrécissement du vagin, les pertes de souplesse, sécheresse vaginale, dyspareunie. C'est un peu souvent quand même les mêmes problématiques de premier abord qui reviennent. C'est-à-dire quand la personne avait une sexualité épanouissante avant qu'il n'y avait pas de problématique particulière, c'est ce qui ressort souvent quand il y a un cancer. Après, attention, il y a un vécu personnel. Là, je vous donne juste sur vraiment les généralités, pas de détails. Chez l'homme, c'est difficile l'hormonothérapie chez l'homme aussi, très très dur. Vous voyez bien beaucoup d'effets secondaires, bouffées de chaleur, perte de libido, les troubles de l'érection, l'asthénie, l'ostéoporose peut apparaître, les pertes musculaires, le corps qui change vraiment. Et dans certains cas, on peut aller jusqu'à la gynécomastie. Et certains patients vont être obligés de faire une double mastectomie pour régler le problème. Donc ça aussi, ce sont des problèmes qui sont très très compliqués. Et là, c'est dur d'expliquer à l'homme qu'il y a des glandes mammaires qui se développent. Là, il perd ses érections. Il commence à stocker un petit peu les graisses comme une femme, plutôt d'avoir un beau ventre bien rond pour la bière. C'est compliqué, quoi. Du coup, il y a beaucoup de choses qui changent et dans sa tête, c'est difficile à ce moment-là. Donc là, il faut vraiment avoir une attention très particulière à ça. Il ne faut pas laisser les patients dans cet état-là. Des solutions qui sont toutes simples, les sécheresses vaginales. Il y a des lubrifiants longue durée qu'on trouve en pharmacie, parapharmacie, qui fonctionnent très bien. Expliquez bien aux patientes, par contre, que ce n'est pas pour les rapports sexuels, parce que j'ai trop de patientes qui arrivent en disant si je l'ai, ça ne marche pas terrible, parce qu'elles l'utilisent pour les rapports sexuels plutôt que de l'utiliser quotidiennement, plutôt pour réhydrater, comme quand on se met de la crème sur le visage, c'est pareil, on entretient sa muqueuse vaginale.
Des fois, ça fonctionne bien, des fois, ça ne fonctionnera pas. Il faudra aller un petit peu plus loin. Pour les cancers hormonosensibles, il y a toujours la possibilité sous prescription médicale de la colpotrophine. Pour les cancers non hormonosensibles, on peut toujours aller vers le traitement substitutif hormonal, comme des femmes ménopausées peuvent avoir. On a d'autres solutions aussi, l'acide hyaluronique, les injections. Alors moi, autant sur le premier, le Monacens, la colpotrophine, on a des très bons résultats. J'ai beaucoup de patientes. Autant ça, j'ai pas de retour clinique vraiment. J'ai jamais eu de patiente qui l'a fait. Donc, mais bon, ça existe. Alors du coup, je vous en parle. Des injections indirectement pour aller réhydrater le vagin. Et puis on a aussi le laser pour dégommer un petit peu vraiment les couches trop sèches, partie cartonnée du vagin, pour essayer de retrouver un vagin plus souple et d'avoir une lubrification. Donc ça, c'est pareil. Moi, j'ai aucune patiente qui l'a fait. Déjà, au moins, on ne l'a pas. Donc ça explique aussi peut-être pour ça. La dysfonction érectile, on a beaucoup de choses. Le Viagra, enfin les IP2E5, pardon. Les injections intracaverneuses, le gel intra-urétral. Donc là, on est bien d'accord que pour tous ces traitements médicamenteux, il faut absolument qu'il y ait une préservation des bandelettes. Si l'urologue a dû enlever les bandelettes vasculaires et nerveuses, ça ne fonctionnera pas. Et l'IPDE5 ne donne pas d'érection. Il aide à la maintenir. Mais ça, souvent, c'est pas assez dit. Moi, j'ai beaucoup de patients qui sont sous Cialis. À chaque fois, je le laisse, ça marche pas. Oui, parce qu'ils le prennent et ils attendent que ça se passe. Donc c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'il y ait une stimulation sexuelle, il faut qu'il y ait une érection avant, et le produit va permettre de maintenir. Ça, il faut que ça leur soit expliqué. C'est différent avec les injections et puis le gel intra-urétral. Sinon, moi, je trouve ce qui fonctionne bien aussi, pour éviter les médicaments, des fois, parce que les patients en ont un peu marre, il y a le vacuum. Je trouve que ça fonctionne vraiment relativement bien. Moi, j'ai beaucoup de patients qui l'utilisent, en sont contents. Moi, j'utilise beaucoup aussi sur le côté de rééducation de la fonction érectile, parce que si l'homme l'achète et l'utilise que pour le rapport sexuel, c'est pas glamour. Donc le temps de se préparer, le stress de bien le faire, un temps fou qui se passe, ils vont me dire ça marche pas. Donc moi je leur explique d'abord qu'il faut qu'ils l'utilisent seuls, aviser aussi de rééduquer la fonction érectile. Quand bien sûr c'est possible, quand il y a les bandelettes qui sont présentes et que la fonction érectile va revenir. C'est un outil qui fonctionne relativement bien. J'ai beaucoup de patients qui sont satisfaits de ça. Et puis il y a aussi la prothèse qui est envisageable. Moi j'ai un patient, mais en fait il l'a pas. J'en avais deux. Au bout de 15 jours, il a dit non, en fait, je ne vais pas le faire. Il y a un autre, il a pris les coordonnées du chirurgien, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Donc je ne pense pas qu'il ait été jusqu'à se faire poser la prothèse, mais sachez que ça existe. Au niveau de la fertilité, eh bien, il y a beaucoup de conséquences sur le couple quand la fertilité elle est malmenée. Il faut penser que souvent les personnes, quand on leur dit allez des rapports sexuels, ça devient mécanique, quoi. C'est un devoir conjugal. Déjà, ce mot-là, on ne devrait même pas exister. Mais déjà, je l'entends en consultation basique. Je fais mon devoir, quoi. Je fais plaisir. C'est atroce, ça. On a des rapports sexuels pour soi-même d'abord, pas forcément pour l'autre. Après, en deuxième, mais d'abord pour soi. Le désir omnubilant, d'être tout le temps sur ça, c'est-à-dire avoir un enfant, pourvu que ça fonctionne. Ça a un côté, le côté érotique, il disparaît, quoi. Il n'y a plus de plaisir à avoir un rapport sexuel. C'est plutôt, il faut qu'on arrive à faire un bébé. Et le couple est donc forcé de faire l'amour pour que ça fonctionne à certains moments précis, quand c'est possible, bien entendu. Et bien, des fois, on a des femmes même qui oublient complètement de prendre du plaisir, parce qu'elles sont omnubilées par ça, et du coup, ça devient vraiment quelque chose de mécanique. Je pense qu'il y a une notion de deuil à faire, c'est-à-dire avoir un enfant de façon naturelle, sans aide vraiment médicale. C'est important d'accepter que la personne puisse faire ce deuil, pour passer derrière sur toutes les étapes de l'aide médicalisée pour la grossesse. Chacun a un rythme, il faut prendre son temps. Ça, c'est le temps psychique, c'est pas du tout le temps qui passe, donc il faut vraiment laisser du temps aux gens. Et puis la pression sociale qui est très, très compliquée. Maintenant, j'ai mis 30 ans, je me suis à peu près fixé, je pense que c'est à peu près ça. Mais quand on a encore 20 ans et des poussières, on a le temps de faire des enfants. Quand on arrive à 30 ans, alors, ça fait déjà 5 ans que vous êtes ensemble, vous n'avez pas d'enfants. Alors, il faudrait peut-être s'y mettre. L'horloge tourne. Donc, c'est des choses qu'on entend. C'est difficile. Et puis, il faut 2 enfants aussi. Ça, j'ai remarqué. C'est pas mal. À partir de 3-4, ça commence à...
C'est bizarre ça. Hein. 2, c'est bien. Enfin, il y a comme ça, il y a des sortes de normes qui sortent. Puis c'est pas facile quand en plus il y a eu la maladie et après on n'est pas dans les normes de la société traditionnelle. C'est encore quelque chose qui est difficile, qui peut être difficile, attention, pas pour tout le monde, mais à accepter. Encourager la discussion, il faut vraiment que les gens communiquent. Le couple, pardon, quand je dis les gens, c'est qu'il faut que le couple communique bien. C'est important. C'est très compliqué d'avoir cette maladie, d'avoir recours à des services de procréation médicalement assistée. Donc, il faut que le couple communique énormément. Et si on peut retrouver une sexualité quand même plaisante. Ramener la notion de plaisir dans la sexualité et pas de revenir que sur la procréation. C'est important que les gens prennent du plaisir, partagent le moment qu'ils ont d'intimité ensemble. Je voulais aussi parler du coup sur les AJA, qui est un petit peu à part. Alors moi, je ne suis pas du tout dans un service d'AJA. D'ailleurs, c'est des jeunes que j'ai parce que nous, on fait que de l'adulte, mais de temps en temps, on a aussi des adolescents, parce que c'est plus pratique pour eux. Mais je fais beaucoup du coup de jeunes adultes. Vous voyez, on a des répercussions qui sont sur l'atteinte de capacité de séduction. C'est pareil, 100% des jeunes, diminution de l'image corporelle, diminution du désir sexuel, les douleurs à la pénétration qui sont présentes. Les vaginismes secondaires, je n'en ai pas trop parlé, mais du coup, c'est cette peur, en fait, et du coup, qui fait que ça va venir se contracter. On voit des dysfonctions érectiles chez l'homme, des masturbations compulsives aussi, qui sont présentes, quand même relativement présentes. Et puis un manque d'information. Ce qui est intéressant beaucoup chez les jeunes, c'est que c'est souvent vraiment une atteinte psychologique forte. C'est-à-dire que tous les jeunes, là, garçons, les 30% qui ont des dysfonctions érectiles, tous n'ont aucun problème quand ils se masturbent. Il n'y a que quand c'est vraiment pour le rapport sexuel qu'il y a des angoisses, qu'il y a des peurs. Vraiment la peur de ne pas être à la hauteur. C'est des jeunes couples, ils ont peur que l'autre s'en aille. Enfin, ils ont des croyances. Ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. Et les jeunes, ils doivent faire l'amour très souvent. Des heures et des heures. Ça, c'est obligatoire, c'est écrit partout. Qui n'a pas fait 10, 15, 20 heures sans s'arrêter dans sa jeunesse, quoi. Enfin, je veux dire, c'est obligatoire. Voilà, c'est à cause de ça aussi. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de ces problèmes sexuels. Par contre, on déconne tout le temps sur le sexe. Le sexe, c'est ça le problème. C'est qu'on en parle, on est là à se mettre des concours, celui qui est champion du monde. Des fois, quand on voit la vérité, c'est un petit peu différent. Mais du coup, ça vient en plus mettre des craintes. Et si on est ensemble quand on est jeune et qu'on ne fait pas l'amour, l'autre s'en va. C'est systématique, obligatoirement. Il ne va pas rester. Il est là que pour le sexe. Donc tout ça, c'est des choses qui sont compliquées aussi pour les jeunes. Je ne dis pas que pour les personnes plus âgées, ce n'est pas compliqué, mais pour le jeune, c'est difficile. Et du coup, on voit une sexualité des fois qui est même plus élevée chez les jeunes malades que chez les jeunes non malades. Il y a des études qui ont été faites dessus sur des jeunes qui ont des pathologies chroniques, qui ont une sexualité des fois plus importante. Juste pour finir, du coup, je vais vous montrer qu'il y a bien une souffrance au niveau psychosexuel chez les patients qui sont atteints d'un cancer ou qui sont en rémission de celui-ci, que les prises en charge devraient être très précoces, il faut en parler tout de suite. Même si le patient, il ne vous en parle pas maintenant, il faut du temps, mais au moins que ça soit abordé dès le début pour qu'il puisse savoir que c'est possible. Que les difficultés sexuelles, elles sont source de questionnements et d'angoisse qui vont impacter la vie du patient. Et que le manque de communication et de formation des professionnels de santé, il est important. Il est trop important. Il faut remédier à ça. Donc c'est un peu simple pour remédier à ça, déjà faire des formations des professionnels. C'est-à-dire qu'il faut avoir pour les équipes des connaissances sur les répercussions des traitements, sur les questionnements qu'ont les patients autour de la sexualité. Le temps et l'écoute pour parler de sexualité, c'est vrai que si on n'a que 5 minutes, c'est compliqué, surtout si c'est nous qui ouvrons la porte. Dans votre vie intime, ça va, et que là, ils commencent à parler, on en parle la prochaine fois. Ça va être difficile, donc c'est sûr qu'il faut du temps, et je sais que le temps, bien sûr, on en manque. Pour les jeunes, pour les adolescents, pour les jeunes adultes, si leurs parents sont présents, essayez de ne pas parler forcément de leur sexualité devant les parents. Personne n'a envie de ça. Non. Même à tout âge, déjà, c'est pas si facile. On n'imagine pas nos parents. Non, donc, essayez de ne pas parler de sexualité à un jeune ou de masturbation devant ses parents. Ça, si on peut, faut faire quelque chose qui est plutôt dédié. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une consultation qui soit dédiée à ça. Alors, une seule, déjà. Et après, le patient, il fait ce qu'il veut, il sait que ça existe, et quand il a besoin, il vient. S'il estime qu'il a ce besoin, il reviendra vous voir. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous laisse mes coordonnées. Moi, si vous voulez échanger, il n'y a aucun souci. Et puis, j'ai écrit un livre sur cancer et sexualité, si on en parlait, donc, qui est sorti en octobre, où il y a beaucoup de témoignages de patients, des conseils aussi pour les professionnels, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup.
on voit bien du coup dans cette présentation que les deux sujets sont étroitement liés et on retrouve des questions portées. On va en parler d'ailleurs dans la session suivante sur les adolescents et jeunes adultes. Vous faites une belle transition avec la fin de votre présentation sur la présence des parents, notamment dans ces consultations-là. Je pense que ça va être un sujet dont on va parler. Et sur toutes les croyances que l'on met autour de la question de la sexualité, de la fertilité, et qui se retrouvent aussi certainement dans les croyances du professionnel en face. Et on va certainement en parler également. Merci beaucoup. Je vous en prie. Les besoins spécifiques justement des adolescents et jeunes adultes, plus particulièrement, on va en parler maintenant. Donc, comme ce matin, avec d'abord une petite vidéo pendant laquelle j'appelle les intervenants de la session à venir me rejoindre sur l'estrade. Étienne, Flore, Nathalie